Poutine a commencé l'année 2026 en pensant qu'il avait tout compris. Il faisait mentir ses proches sans vergogne sur les liens territoriaux, afin de se donner un avantage dans des négociations de paix. Ils affirmaient que le Donbass allait tomber en quelques mois. Et pour appuyer cela, la Russie avait pris du territoire dans le sud de l'Ukraine, ce qui lui permettait de créer une zone tampon pour empêcher les troupes et les approvisionnements d'atteindre les défenseurs du Donbass. Quelle différence en nommant. C'était pas la Russie qui contrôle le sud, mais l'Ukraine. Au cours des 7 derniers mois, l'Ukraine a mené une offensive que personne n'aurait cru possible. Et cette offensive a accompli quelque chose d'énorme. 745 km² de territoire repris. C'est ce qu'affirme le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui affirme que l'Ukraine a repris l'impressionnante superficie de 745 km² de territoire en 2026, infligeant ainsi d'énormes dégâts au plan de Poutine pour l'année en cours. Cette année était censée être celle où toutes les promesses faites par Poutine se réaliseraient enfin. Les porte-paroles russes ont dit au monde entier que l'Ukraine était à l'agonie, que l'effondrement était imminent. Et il y a bien eu un effondrement, mais c'est la Russie qui a été fauchée en plein vol, laissant ses plans pour 2026 en lambeaux. L'ampleur de l'offensive ukrainienne est impressionnante. L'annonce de Zelensky du 12 août a révélé que l'essentiel de la contre-contre-attaque ukrainienne s'est déroulé sur une vaste zone de la ligne de front sud, s'étendant jusqu'à la région où Dnipropetrovsk, Zaporizhia et Donetsk convergent en un seul point. En tout, Zelensky affirme que l'Ukraine a utilisé sa contre-contre-offensive pour reprendre 26 localités, toutes ayant été fortifiées afin de se protéger contre de futures attaques russes. C'est une humiliation pour Poutine. Non seulement l'Ukraine a supprimé une zone tampon que la Russie voulait créer, et nous expliquerons plus tard pourquoi c'est important, mais elle a aussi repoussé les forces russes des zones qu'elle pensait sûres. Une fois pris, l'Ukraine n'aurait aucune chance de faire quoi que ce soit. La supposée puissance de l'armée russe a de nouveau été remise en question. Et les soldats que Poutine avait chargés de tenir le sud de l'Ukraine ont échoué de façon spectaculaire à cause d'une brillante contre-contre-offensive dans la direction d'Alexandrovka. Tout cela faisait partie du plan de l'Ukraine. Comme l'a dit Zelensky, cette opération offensive a été menée avec précision, exactement comme prévu. Et la situation empire pour la Russie. Les pertes qu'elle a subies à la suite de la contre-contre-offensive ukrainienne ont été énormes. Grâce aux opérations actives de nos troupes, des pertes importantes ont été infligées au contingent d'occupation. Les pertes russes se sont élevées à au moins 9550 soldats tués et plus de 6600 blessés, a révélé Zelensky. Cela fait un total de 16 150 soldats russes mis hors de combat sur une seule portion de la ligne de front. Une portion qu'ils étaient censés défendre pour permettre une offensive plus profonde contre Donetsk. La nouvelle voie de l'Ukraine couvre certains des villages que l'Ukraine a libérés. Parmi eux figurent Yalta, Zelenihai, Tovster, Novoatska et Rouchevskaya. Tous ont été sous de lourds tirs russes depuis 2025 et ont été évacués. Les infiltrés russes avaient également réussi à miner le terrain autour de ces villages, rendant leur dérussification plus difficile. Vraiment, tout cela n'a arrêté les troupes ukrainiennes. Les complications logistiques causées par ces fortifications ont été surmontées, et l'Ukraine a trouvé des moyens de gérer les drones de reconnaissance et les drones FPV que la Russie utilise dans le ciel. Ce que nous avons vu ici, c'est la plus grande offensive que l'Ukraine ait lancée au cours des 2 dernières années. Et dans la région de Zaporizhia et dans une grande partie du sud de l'Ukraine, cette contre-offensive a renvoyé les forces russes à la case départ. Ils avaient ce territoire, tout ce qu'ils avaient à faire c'était de le conserver. Ils ont échoué. Et maintenant, le travail qui a pris près d'1 an à la Russie doit recommencer depuis le début, face à des défenseurs ukrainiens qui sont mieux préparés cette fois-ci. Poutine est furieux, et il a de quoi l'être. Après tout, il ne s'agissait pas de voir ses soldats capituler face à la puissance d'une force ukrainienne plus nombreuse. Ça, Poutine pourrait au moins le comprendre, même s'il ne s'en réjouirait pas. Mais à la place, l'Ukraine a réussi sa contre-contre-offensive grâce à une stratégie intelligente que Poutine et son armée n'auraient jamais pu imaginer. Cela laissera Poutine furieux, car il s'est encore une fois fait dépasser sur le plan stratégique. Et tout a commencé par une erreur cruciale de la Russie. Nous avons parlé du fait que la Russie détenait toutes ces localités qu'elle avait perdues, et des 745 km² de territoire que l'Ukraine a réussi à dérussifier. C'est techniquement vrai, mais cela va plus loin que ça. La Russie n'a pas tenu ce territoire en envoyant une force massive dans la région sud de l'Ukraine, qui aurait pu se fortifier et servir de tremplin pour une offensive plus profonde. Au lieu de cela, la Russie a tenté de brouiller les pistes, de faire croire qu'elle avait plus de contrôle qu'en réalité. Plutôt que de lancer de grandes attaques mécanisées, la Russie a envoyé de petits groupes d'infiltrateurs, parfois composés de seulement 2 ou 3 soldats par unité. Et leur mission était de se faufiler derrière les lignes, installer des positions et, surtout pour Poutine, emporter des drapeaux avec eux afin qu'ils puissent être photographiés et filmés en train de tenir un territoire ukrainien. L'opération de pose de drapeau était censée être une démonstration de la force russe qui donnerait un avantage à Poutine. Au lieu de cela, elle est devenue la cause de l'échec russe dans le sud.
L'idée était de tromper tout le monde, y compris l'Ukraine, en leur faisant croire que la Russie avait des revendications bien plus solides sur le territoire qu'elle avait pris que ce n'était réellement le cas. Ne vous méprenez pas, les forces russes étaient en place, elles étaient fortifiées, et il serait difficile de les déloger. Ce que nous avions vu n'était pas la prise de contrôle massive que la Russie essayait de faire croire, et l'Ukraine le savait depuis le début. En février, au moment où l'Ukraine lançait sa contre-offensive, le porte-parole des forces de défense du sud de l'Ukraine a déclaré que l'Ukraine savait précisément ce que la Russie... Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Selon nos renseignements, les unités russes opérant sur les axes Koulia, Pola et Alexandrivska, en particulier les unités de reconnaissance dans la zone opérationnelle de la 29e armée russe, ont reçu pour mission d'installer des drapeaux de la Fédération de Russie entre le 14 et le 24 février, avant l'anniversaire de l'invasion à grande échelle, a déclaré Vladislav Voloshin, révélant que les opérations russes dans le sud servent autant les objectifs de propagande de Poutine que les besoins stratégiques de l'armée russe. C'est devenu une stratégie courante pour la Russie, car ces opérations de pose de drapeaux se déroulent sur tout le front, rapporte United 24, et souvent elles se terminent de la même manière. Les infiltrés russes passent derrière les lignes, plantent le drapeau, puis se font tuer. Voilà en résumé ce qui se passe dans le sud de l'Ukraine depuis environ 6 mois. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Il ne s'agit pas de forces russes qui plantent un drapeau, prennent une photo puis s'enfuient. Une fois le drapeau planté, les infiltrés russes s'installent et attendent l'arrivée de renforts. L'Ukraine l'a également remarqué. Et là résidait l'opportunité d'humilier Poutine et de reprendre de vastes portions de territoire. Cependant, l'Ukraine n'a pas lancé le genre d'offensive massive auquel la Russie aurait pu s'attendre. L'histoire de la libération de 745 km² concerne uniquement de petites attaques menées jour après jour, tout ayant pour but d'éroder lentement le contrôle russe, tout en présentant le moins de risques possible pour les forces terrestres ukrainiennes. C'est là tout génie de la stratégie ukrainienne, et c'est la dernière chose à laquelle la Russie s'attendait. Plutôt que d'essayer de tout prendre d'un coup, rapporte le Kiev Post, l'Ukraine identifiait une faiblesse dans les lignes russes, et elle concentrait ses troupes et sa puissance de feu sur cette faiblesse. Les occupants russes étaient pris par surprise, alors que les équipes de recherche et de destruction ukrainiennes utilisaient des drones pour les repérer et les attaquer, suivis par les forces au sol qui avançaient. Les Russes mourraient ou étaient repoussés. Ensuite, l'Ukraine se réorganisait, identifiait la prochaine faiblesse et recommençait. C'est comme assembler les pièces d'un puzzle pour créer un trou beaucoup plus grand. Et l'Ukraine a exécuté sa stratégie sans faute. Nous le savons non seulement parce que Zelensky nous l'a dit. Les cartes expliquent tout en détail et montrent que les forces russes sont en retraite à Alexandrovka et ailleurs. Mais avant d'aller un peu plus loin, petit rappel, vous regardez l'émission Militaire. Nous allons au-delà des gros titres pour vous donner une vue d'ensemble. Si notre chaîne vous apporte des éclairages, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. L'ingéniosité de la stratégie d'Ukraine comporte une seconde dimension. Le fait que la Russie plante son drapeau aurait aussi pu être perçu comme une manière de pousser l'Ukraine à lancer une offensive, qui lui aurait coûté plus de soldats et de matériel. Mais l'Ukraine n'est pas tombée dans le piège. Elle a laissé la Russie continuer ses jeux de drapeaux et à la place, a discrètement poursuivi son travail de dérussification du territoire que la Russie prétendait contrôler. Oui, il y a eu quelques annonces occasionnelles. Vers la fin du mois de février, l'Ukraine a par exemple annoncé la libération de 400 km². Mais ces rapports arrivaient toujours après coup.
La Russie ne savait jamais ce que l'Ukraine allait cibler ensuite, ni quand, ce qui signifiait qu'elle n'avait jamais la possibilité de préparer ses infiltrateurs à ce qui allait arriver. Nous voyons à quel point l'Ukraine a réussi, grâce à une carte publiée par Deep State. L'organisme de renseignement en source ouverte suit les avancées et les retraits sur l'ensemble du front. Le 12 août, il a publié une carte qui prouve tout ce que Zelensky affirme. Vous voyez cette zone bleue claire ? C'est tout le territoire que les forces ukrainiennes ont libéré du contrôle russe en 2026. Deep State met en évidence 19 localités différentes dans cette seule zone bleue, y compris plusieurs de celles que nous avons mentionnées plus tôt, comme Yalta et Khrouchtchevskaya. Parmi les autres figurent Voronezh, Ternovka et Ribne, toutes des villages que la Russie prétendait contrôler, mais qui sont tombés face à la stratégie de l'Ukraine, qui exploite petit à petit les faiblesses des lignes russes. Il y a un autre élément dans tout cela. La Russie fait l'autruche. Oubliez ça, la Russie ne fait pas qu'ignorer la réussite de l'Ukraine. Elle fait comme si la dérussification n'avait jamais eu lieu. Encore une fois, on peut le voir sur les cartes. Le blogueur militaire russe Rybar partage la version de la Russie sur ce qui se passe. Le rouge sur sa carte représente ce que la Russie affirme contrôler, et vous verrez qu'Alexandrovka est indiqué comme étant presque entièrement sous le contrôle des forces russes. Maintenant, revenons à la carte de Deep State. La zone bleue dont nous vous avons parlé correspond à ce que contrôle l'Ukraine. À quelques kilomètres à l'ouest de cette zone se trouve Alexandrovka, à exactement 23 km. Totalement intacte, peut-être à l'exception de quelques unités d'infiltration occasionnelles qui ont réussi à dépasser le front. C'est la distorsion de la réalité que la Russie crée pour donner l'impression qu'elle réussit mieux en Ukraine que ce n'est réellement le cas. Une carte montre un contrôle total, l'autre montre une ligne ukrainienne à des kilomètres d'une localité que la Russie affirme détenir. Il y a là un décalage avec la réalité du terrain. Le récit russe s'est heurté à la réalité. Et la réalité, c'est qu'Alexandrovka n'a pas été prise. La Russie a perdu 745 km² de l'Ukraine en 2026. Et l'offensive finale, qui était censée mettre l'Ukraine à genoux et provoquer l'effondrement du Donbass, est elle-même à genoux. Cette déconnexion remonte jusqu'au Kremlin, et nous l'avons vu à l'œuvre à plusieurs reprises cette année. Prenez par exemple la réunion médiatisée et diffusée à l'échelle nationale que Poutine a tenue avec le chef d'état-major général des forces armées russes, Valery Gerasimov, le 3 juillet. Gerasimov a vraiment exagéré lors de cette réunion. Devant des millions de téléspectateurs russes, le général a dit à Poutine que la Russie avait capturé 133 localités ukrainiennes depuis le 1er janvier, ce qui représente environ 3000 km² de l'Ukraine occupée, dont 636 km² de ce territoire capturé rien qu'en juin. Des avancées rapides avaient lieu à Alexandrovka et à Gouliopol, a dit Gerasimov à Poutine, et l'affirmation selon laquelle Alexandrovka était tombée est arrivée plus tard dans la journée, mais tout cela était des mensonges. Comme le souligne le Kiev Post, les troupes russes les plus proches, probablement des infiltrés, se trouvaient à 15 km d'Alexandrovka à ce moment-là. Et encore une fois, la carte de Deep State que nous avons partagée plus tôt le prouve. La Russie affirme progresser sur tous les fronts, et elle fait ces déclarations alors même que les offensives ukrainiennes actives repoussent ses forces. Dans un article du 12 minutes, 30 juin, RIA Russie a souligné ce point précis, même avant les affirmations inexactes de Gerasimov. Selon le média, les évaluations de Poutine sur la réalité du champ de bataille en Ukraine s'éloignaient plus que jamais de la réalité. Poutine en était réduit à exagérer les avancées de la Russie, sciemment ou non. Dans la ville de Konstantinivka, le média souligne que Poutine a affirmé que la Russie contrôlait 96% de la localité. Encore une fois, il avait tort. Konstantinivka tient toujours, et il faudra encore longtemps de combats pour que la Russie approche du niveau de contrôle que Poutine prétend avoir. La réalité a échappé aux dirigeants russes. Il est dans la lune. Soit il ment, pour essayer de garder un avantage, soit il se laisse volontairement tromper par des généraux qui lui disent ce qu'il veut entendre. Parce que nous avons perdu 745 km². Et nous en sommes loin. Alexandrovka est un moyen sûr de perdre son grade et sa fonction. L'offensive de l'Ukraine en 2026 a apporté une dure dose de réalité, même si Poutine veut l'ignorer. Voici à quel point cette dose est dure. Dans un rapport du 1er août sur l'offensive de la Russie, l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, a comparé les gains territoriaux de la Russie entre février et juillet 2026 à ce qu'elle avait accompli l'année précédente. Les chiffres montrent à quel point 2026 a été une mauvaise année pour la Russie, et à quel point la stratégie offensive de l'Ukraine est devenue efficace. En février 2025, la Russie a revendiqué 354,09 km² de l'Ukraine. Ce chiffre est tombé à 122,73 km² en 2026. Pour le mois de mars, les chiffres étaient de 203,74 à 23,04 km². L'été a été encore pire pour la Russie. Elle a capturé 30,02 km² en juin et 37,85 km² en juillet, contre respectivement 481,87 et 455,74 km²
durant ces mêmes mois en 2025. Vous avez peut-être remarqué que nous avons omis avril et mai. C'est parce qu'il y a quelque chose de particulier concernant ces mois-là. La Russie a effectivement perdu du territoire au cours des 2 mois. Elle s'est retrouvée dans le rouge avec une perte de 116,01 km² en avril et de 281,1 en mai. Ce qui suggère que ce sont ces 2 mois où la contre-offensive ukrainienne a vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Pour donner un contexte, la Russie a réussi à s'emparer de plus de 700 km² du territoire ukrainien au cours de ces 2 mois réunis en 2025. C'est la réalité pour la Russie. L'année qui était censée marquer l'effondrement de l'Ukraine a plutôt montré à quel point l'avancée de la Russie est devenue faible et à quel point la stratégie offensive de l'Ukraine fonctionne bien. En parlant d'affaiblissement, la Russie n'échoue pas à progresser parce qu'elle envoie moins de soldats se briser contre les défenses ukrainiennes. Il ne s'agit pas d'un retrait pour se reconstituer en vue d'une offensive plus forte plus tard dans l'année. Les chiffres des pertes nous le montrent. Le 3 août, Zelensky a révélé que la Russie avait subi 225 500 pertes au cours des 7 premiers mois de 2026. Nous pouvons faire un petit calcul pour comprendre ce que cela signifie réellement pour la période dont l'ISW part dans son analyse. Tout d'abord, nous retirons les pertes du mois de janvier, soit 31 680 selon Al Jazeera, ce qui nous donne 193 820 pertes entre février et juillet. Ensuite, nous additionnons les gains russes pour cette période. Selon l'ISW, ces gains, eh bien ce ne sont pas vraiment des gains. Pendant cette période de 6 mois, la Russie a en réalité perdu 183,47 km². Eh bien, c'était inattendu, mais cela nous montre à quel point l'offensive de l'Ukraine a eu de l'impact. D'accord, essayons une approche différente. Nous allons être indulgents avec la Russie et inclure les infiltrations comme des gains, même si faire entrer 1 ou 2 soldats dans une localité est loin de pouvoir revendiquer cette localité. En incluant les infiltrations, toujours selon les chiffres de l'ISW, la Russie a revendiqué 379,85 km². Donc dans ce scénario le plus favorable pour la Russie, elle a tout de même perdu 510,25 soldats pour chaque kilomètre carré qu'elle a pris en Ukraine entre février et juillet. C'était pas une domination, c'est un désastre. Une réalité que Poutine ne veut pas accepter, même dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, la Russie a sacrifié plus de 193 000 soldats pour perdre activement du territoire. Personne n'aurait cru que cela puisse être possible avec toute la fanfaronnade russe qui a marqué le début de l'année, mais c'est en train de se produire. Et voici ce que cela signifie pour la Russie. La raison principale pour laquelle la Russie voulait tenir le territoire dans le sud de l'Ukraine, en particulier dans cette zone de convergence entre Dnipro, Petrovsk, Zaporizhia et Donetsk, était de créer une zone tampon pour soutenir l'offensive de Donetsk. L'idée était simple, créer une zone tampon qui empêcherait l'Ukraine d'envoyer des troupes et des approvisionnements à Donetsk, tout en forçant l'Ukraine à sacrifier des soldats dans le sud qu'elle préférerait voir combattre dans la ceinture fortifiée de Donetsk. Très bien en théorie. Mais lorsque sa mise en œuvre repose sur l'infiltration et qu'elle se heurte à la brillante stratégie ukrainienne d'avancer petit à petit, tout s'effondre. La zone tampon s'est effondrée, et les répercussions se font sentir à Donetsk. La Russie était censée avoir presque complètement neutralisé la ceinture fortifiée à ce stade. C'est ce que disait Poutine, qui avait fixé une date limite en septembre pour prendre l'oblast et enfin sécuriser le Donbass. La Russie a environ 2 semaines pour accomplir un miracle et y parvenir, puisqu'elle est encore loin de prendre Konstantinivka, sans parler du reste de la ceinture fortifiée. D'ailleurs, la date limite pour Donetsk est maintenant fixée à décembre. Cela n'arrivera pas non plus. Alors, que va-t-il se passer ? Eh bien, Poutine a maintenant un problème nommé Alexandrovka entre les mains, car la Russie doit tenter de reprendre les 745 km² de territoire qu'elle a perdu face à l'Ukraine en 2026. Sauf que la Russie ne peut pas reprendre ce territoire sur le terrain. L'Ukraine s'est fortifiée, et les forces de Poutine se concentrent principalement sur Donetsk, avec des assauts limités dans le sud. Donc ce que nous allons probablement voir pour le reste de 2026, c'est la Russie essayer d'utiliser des assauts aériens pour affaiblir l'Ukraine dans le sud. Peut-être en préparation d'une tentative de contre-attaque plus tard. En fait, cette approche a déjà commencé. Le 2 juillet, Pravda a rapporté que la Russie avait largué 7 bombes aériennes sur Alexandrovka, détruisant 50 maisons et tuant une personne. C'est une drôle de façon de traiter une localité que vous prétendiez avoir capturée un jour plus tard, Russie. C'est du désespoir. La Russie est obligée de compter sur sa stratégie aérienne, parce qu'elle n'est plus assez proche d'Alexandrovka pour la frapper efficacement avec de l'artillerie ou lancer des assauts terrestres. Et tout cela, c'est grâce à l'Ukraine. Libérée. 745 km² de son territoire. A blessé Poutine, le propagandiste. Mais cela a carrément paralysé Poutine, le stratège raté. Maintenant, tout ce que la Russie peut faire, c'est attaquer depuis les airs. Et il se pourrait bien qu'il y ait une nation qui ait son mot à dire à ce sujet. La Pologne est sur le point d'intervenir. Les attaques aériennes de la Russie commencent à avoir un impact sur la Pologne. Fin juillet,
Un missile de croisière russe, KH-101, a traversé 90 km à l'intérieur du territoire polonais. La Russie a parlé d'un accident. La Pologne n'est pas dupe. Et elle propose une nouvelle stratégie audacieuse, qui pourrait mettre fin à l'approche aérienne de la Russie en Ukraine. Si vous voulez découvrir cette stratégie, et ce qu'elle pourrait signifier pour la guerre, nous avons la vidéo parfaite qui vous attend. Mais avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire. Nous publions chaque jour des analyses des derniers développements en Ukraine. Et merci de nous regarder.